Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. Épisode 20. J'ai décidé de boucler la boucle avec l'épisode 1. Écoutez et vous allez comprendre. À quelques jours de son anniversaire, elle a décidé de s'offrir un cadeau pour ce 20e épisode. Qu'est-ce que je fasse face à cette voix, putain ? Elle a décidé de s'offrir non pas une, mais 2 personnes empreintes de bon sens pour parler de demain. 2 personnes qui lui permettent de comprendre enfin parfaitement le mot « temps », trop, utilisé ces derniers temps et surtout à tort et à travers. Un peu comme gentil, vous voyez, et de lui donner toute sa puissance, résilience. 10%. 10% de tout ce qu'elle aimerait vous dire quand elle voit ce couple devant elle, Myriam et Pierre. Un couple souriant, enthousiaste, qui a plein d'envie. Elle aurait presque envie de vous dire un couple pour qui tout roule. Le 13 novembre 2015, Pierre est touché à la moelle épinière lors des attentats du Bataclan. Myriam, sa compagne depuis 5 mois, n'aura aucune nouvelle de lui avant le lendemain. Pierre est vivant, mais désormais en fauteuil roulant. Alors que nombre d'entre nous auraient sombré et seraient passés en pilote automatique, Pierre, lui, décide de vivre plus fort. Et comme dirait le proverbe, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Alors il embarque avec lui Myriam. Elle décide de l'accompagner dans cette aventure et de former ainsi le duo parfait. Ils ne font pas que se marier, ils vont plus loin encore, créant une association pour faire de leurs difficultés une autre réalité. Une autre réalité qui a envie d'y croire, de se battre, d'aller plus loin. Une autre réalité pour aider celles et ceux qui sont dans la difficulté. Et aussi une autre réalité pour se faire kiffer. Une autre réalité pour ceux qui n'arrivent pas à faire comme si tout roulait. Vous ai-je dit à quel point Alexia était fan d'Anaphore ? Mais une fois n'est pas coutume, cet épisode est entièrement filmé. Vous pourrez ainsi voir les coulisses du podcast sur la chaîne YouTube Les Pieds dans Demain. Il fallait bien mettre les moyens pour cet épisode 20. Donc nous, c'est Myriam et Pierre. On a créé une association en 2018 qui s'appelle Wild World. Et son objectif, c'est de montrer que l'aventure est accessible à tous. Peut-être qu'on détaille un petit peu plus. Qui est Myriam et qui est Pierre ? Donc moi, c'est Myriam. J'ai 30 ans, comme Pierre. Et qui est-on ? C'est une vraie bonne question, du coup. Nous sommes 2 aventuriers. On est 2 aventuriers, effectivement. Il faut savoir que du coup Pierre est en fauteuil puisqu'il a été blessé au Bataclan en 2015 et que du coup il a été touché à la moelle épinière par une balle. Et donc du coup t'es paraplégique maintenant. Et voilà. Et donc en gros on est ensemble. Nous on s'est rencontrés en juin 2015. On a fait tous les 2 des études en école de commerce dans laquelle on était tous les 2 et on ne s'est jamais rencontrés. Et voilà, et donc on fait notre petit bonhomme de chemin. Moi je fais du conseil en organisation et management. Et en 2018, on a décidé effectivement de créer Wild World. Et depuis septembre 2019, on est en tour du monde. Et donc on a interrompu nos boulots respectifs pour partir en tour du monde et visiter un maximum de pays et vivre un maximum d'aventures absolument incroyables. Super. On a hâte de mettre les pieds dans demain avec vous, c'est ça qui est trop cool. Alors justement, peut-être m'expliquer rapidement par rapport au tour du monde que vous avez commencé à faire, d'où vous est venue l'idée, si je puis dire, de ce tour du monde ? Non, en fait, on s'est mariés en mai 2018. On est parti en voyage de noces juste après, et en fait on cherchait une destination qui allait être plutôt accessible et facile à aborder, de manière à ne pas trop se préoccuper de l'accessibilité pendant ces 3 semaines de voyage. Et en fait on est tombé sur les États-Unis, qui en fait qui est un pays extrêmement accessible. Ils sont assez orientés là-dessus. Et en fait, on a pris un survol en hélicoptère. On a eu la chance de se le faire offrir au-dessus du Grand Canyon. Et en fait, le voyage en hélicoptère commence un peu calmement. On est une vingtaine de mètres au-dessus d'une forêt, donc c'est pas
s'attendait à quelque chose de waouh tout de suite, et en fait au bout de quelques minutes en fait on passe la falaise, et là en fait on a un creux de 1500 mètres qui s'ouvre sous nous, et en fait là on a une émotion qu'on ne pensait jamais pouvoir ressentir. Parce que quand je suis passé en fauteuil, on avait quand même assez peur de comment voyager, qu'est-ce qui allait se passer. Et en fait, cette émotion, on s'est dit, non mais en fait, si nous, on peut la vivre, en fait, d'autres vont pouvoir la vivre. Et comment est-ce qu'on va pouvoir aider d'autres à revivre ça ou à le découvrir tout simplement parce qu'ils n'ont jamais eu la chance de le faire. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu envie de transmettre un peu ce que nous on a appris à d'autres personnes, et donc c'est là que nous est venue l'idée de créer une association, de comment faire. Et donc on a passé 1 an en fait à vraiment à chercher les différents sujets qui pourraient être intéressants pour tout le monde, donc que ce soit de donner des conseils de comment voyager, et en fait que ces conseils soient faciles pour à la fois pour des valides et pour des handis. En fait on met des petites informations sur l'accessibilité, mais c'est pas le cœur du blog. Et en fait, on a voulu vraiment montrer que le voyage était possible pour tous. Et en fait, on est parti comme ça. Sachant que du coup, si je veux compléter un peu, en fait, la problématique qu'on avait identifiée, c'est que nous, on adore le voyage, on a voulu continuer à voyager, mais c'est vrai qu'au début, on a eu très très peur. Donc, il y a des limites physiques qui sont assez évidentes quand on voyage en fauteuil, mais il y a aussi pas mal de limites psychologiques. En fait, on a vraiment peur d'y aller parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver sur place, on n'a pas les bonnes infos. Enfin voilà, quand on est valide, on prend un guide, on va sur Internet et puis on trouve des infos. Nous, quand on a commencé à vouloir voyager, on n'avait quand même pas beaucoup d'infos à disposition. Et du coup, voilà, on se rend compte que finalement, ça fait très très peur, que quand on a du mal à se projeter, on n'a pas forcément envie de partir. Et c'est ces limites-là en fait qu'on a voulu combattre en créant Wheel World. C'est de dire, en fait, si vous avez la bonne info, si vous avez le bon équipement, si vous avez les bons coéquipiers, vous pourrez tout faire, mais il faut que vous l'ayez. Donc du coup, nous, on s'est engagé dans ce combat-là et on a décidé effectivement de partir en voyage pour montrer tout ce qui était possible et alimenter un maximum un blog et des réseaux pour le montrer à tous, quoi. Merci. Non, je trouve ça fantastique. C'est vrai que quand j'ai appris votre histoire, je me suis dit je me suis posé la question comment moi j'aurais réagi face à cette adversité, à ce truc pas du tout attendu qui fait que je sais pas. Je sais encore aujourd'hui pas. Après, je me dis qu'il y a toujours une leçon à retenir de tout ça. Et en même temps, je trouve que c'est génial que vous soyez capable de transmettre. En fait, je pense que c'est ça qui est important. C'est un peu ce que je fais aussi à moi à travers ce podcast, de transmettre à un maximum de personnes. Et en effet, de dire que la vie est courte. Et ça, on en est conscience chaque jour plus. Donc, je trouve que c'est génial que des gens prennent le temps de dire on va vous aider en fait à réfléchir. Et en plus de ça, nous, on est directement touchés. Donc, non, franchement, c'est vraiment top. Merci. C'est pour ça que je suis trop contente de vous avoir. Merci à toi. Alors, justement, ça va m'amener à... Donc là, on a un peu plus de contexte, de choses comme ça. Est-ce que vous pourriez me réexpliquer rapidement c'est quoi votre sujet, justement, du moment ? Je crois que notre sujet du moment, c'est de faire en sorte que l'aventure soit accessible à tous. Donc par l'aventure, on entend les extérieurs, les grands espaces, les activités justement en extérieur, notamment sportives, mais pas que. Voilà, de dire en fait on peut, même quand on est en fauteuil, aller faire de la rando, aller faire du kayak, aller découvrir des paysages de dingue. Et le fauteuil n'est pas un frein à ça. Et la prochaine destination ? La prochaine destination, ce sera la Martinique. Et donc là, l'idée est à nouveau donc là, en fait, on s'est orienté vers la France après le confinement. On en reparlera certainement après de comment est-ce qu'on revoyage un peu différemment. Et en fait, là, on a voulu se concentrer donc sur la France et les dom-toms en font partie. Du coup, on s'est orienté vers là-bas et l'idée était, et encore une fois, d'aller montrer ce qui est possible. Parce que même dans les îles, il y a des personnes qui sont en fauteuil ou qui ont des différents handicaps, et donc peut-être que ça pourra leur permettre de voir que oui, il est possible encore de voyager même au sein de leur île et de découvrir tout ce qui est possible. Et alors, comment vous allez le documenter, ce voyage en Martinique ? Alors, on va le documenter de la même manière qu'on documente beaucoup de nos voyages. En fait, on a un blog sur lequel on rédige des articles qui sont doubles. On a soit des itinéraires, donc en fait, on explique régulièrement par étape où est-ce qu'on est allé, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on a dormi, dans quel resto on a mangé, etc. Donc vraiment du blog voyage à proprement parler.
Et ensuite, on a d'autres canaux, on va dire, de diffusion. Notamment, on a créé en août une série qui s'appelle Les Éclaireurs, qui est une série YouTube. Et notre objectif, c'est de faire un espèce de tour de France à la rencontre des acteurs qui rendent l'aventure accessible à tous, justement. Et donc, de faire découvrir à chacun des épisodes une association, une entreprise, une initiative qui permet à des gens de vivre des émotions fortes en extérieur, malgré le handicap. Et donc, on a fait pas mal d'épisodes un peu partout en France. On a fait du wave ski, donc c'est un espèce de kayak qui permet de prendre des vagues comme sur un surf. On a fait des explorations en montagne avec un petit bijou de technologie qui s'appelle la Swing Car, qui est une espèce de quad électrique qui permet de pas déranger les autres tout en profitant des grands espaces sans avoir à marcher dans les cailloux. Du voilier. On a fait du voilier à 2 occasions, une fois en Corse et une fois sur un plus gros bateau de 60 pieds à La Rochelle. On a fait du char à voile, enfin voilà, en gros on fait plein de choses. Et donc là en Martinique, notre objectif c'est d'aller tester encore une fois ces activités-là avec des activités qui représentent un peu l'esprit local, on va dire, faire du parapente au-dessus d'un volcan, faire de la plongée dans des eaux translucides, turquoises, enfin voilà, ce genre de choses quoi. Et alors, est-ce que cette intensité de vivre, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'activités, de choses comme ça, est-ce que c'était quelque chose qui avant était déjà ancré en vous ou, c'est les événements, entre autres du Bataclan, qui vous ont fait prendre conscience de cette urgence un peu de vivre? Clairement, on serait pas parti en voyage, on n'aurait pas eu cette mission si on n'avait pas été confronté au handicap. Et clairement, le handicap, on n'en connaissait rien, comme je pense beaucoup de personnes valides qui n'ont pas de personnes en situation de handicap dans leur entourage. Et maintenant, c'est une envie qui s'est créée à partir de là. Et oui, je sais plus exactement la ligne de ma pensée, mais non, mais en fait, c'est l'idée de oui, on n'en serait pas là aujourd'hui et oui, aujourd'hui le handicap, enfin ce fauteuil-là est devenu un peu notre force et dans l'idée de on va aller plus loin, montrer à d'autres que c'est possible et faire en sorte que contribuer au fait que le handicap soit plus visible dans la société d'aujourd'hui. Oui. Et alors si je vous pose la question autrement, chacun individuellement ou même en couple, vous faisiez autant de choses avant? Alors, je pense qu'on a tous les deux quand même des caractères à faire beaucoup de choses, mais ça pouvait se résumer, et on adorait ça d'ailleurs, à voir des copains, faire des voyages touristiques classiques, etc. Je pense qu'aucun de nous deux n'avait une intensité de vie aussi élevée avant que ça se passe. Alors, on s'était rencontrés relativement peu de temps avant, donc effectivement, tu peux me corriger si je me trompe. Mais non, enfin, ce truc-là, il a déclenché des envies pour 2 raisons. La première, c'est que en fait, on n'a pas eu envie de perdre une seule miette d'instant de vie qu'on peut vivre. On a envie de vivre à fond et de faire tout le temps des trucs et de profiter de la vie parce qu'on sait qu'elle est courte et que tout peut arriver quelque part. Sans que ça n'ait rien de déprimant, ce qu'on dit pas du tout, au contraire. Et l'autre point, c'est que c'est ce que disait Pierre, en fait, ça nous a donné une cause pour laquelle on avait envie de se démener, en fait. Et c'est vrai que ce tour du monde, par exemple, je pense que ni Pierre ni moi, on aurait eu l'idée de partir en tour du monde en disant juste, on prend un an de vacances. Enfin, il y en a qui le font et c'est très bien et tant mieux pour eux, mais nous, c'était pas forcément dans nos perspectives, on va dire. Et là, le fait d'avoir cette cause pour laquelle on a eu vraiment envie de se battre, de transmettre, etc., ça nous a ouvert un certain nombre d'opportunités et d'envies qui ont fait que, on se démène et on est content comme ça, quoi. Et alors, donc là, il y a énormément de sujets déjà que vous avez abordés. Est-ce qu'il y a des sujets auxquels vous commencez à réfléchir aujourd'hui et auxquels vous allez vous atteler encore un peu plus demain? On a commencé un peu à réfléchir en termes d'environnement. Enfin, c'est sûr que quand on fait un tour du monde, en plus on avait un tour du monde un peu particulier parce que chaque continent on revenait à Paris pour voir nos partenaires et refaire des bagages en fonction des destinations où on partait. Donc clairement ça a ajouté des avions. Et l'avion n'étant pas très écologique, on s'est quand même posé pas mal de questions. Quand on était en Nouvelle-Zélande, en fait, on l'a traversé en tandem électrique. Et en fait, ça nous a permis déjà de consommer moins et aussi de découvrir un nouveau mode de voyage, qui est le slow travel notamment. Et donc, ça nous a pas mal plu. Et en fait, là, pour 2021, on est déjà en train de réfléchir et tiens, comment est-ce qu'on peut organiser tel ou tel voyage en prenant en prenant pas l'avion, mais en continuant à prendre la voiture, des ferries et autres, sans qu'on s'arrête de prendre l'avion. On sait qu'on va continuer à le prendre, mais on réfléchit quand même de manière à être un peu plus cohérent avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Et cette notion environnementale, oui, commence à nous tenir à cœur. Même nous, chez nous, on essaie de faire un peu plus attention à ce qu'on faisait avant. Oui.
Est-ce que, avec tout ce qui se passe justement en ce moment, est-ce que ça a posé la question un peu de... Vous avez commencé à y répondre, mais j'aimerais qu'on développe un peu plus au sens de votre vie, alors qu'elle soit d'ailleurs professionnelle ou personnelle. Alors, évidemment, je fais référence à la crise sanitaire, mais il y a aussi plein d'autres choses. J'ai l'impression qu'on est dans une période de crise globale. Est-ce que donc ça a posé la question du sens ? Alors, nous, l'avantage qu'on a eu quelque part, je pense, par rapport à peut-être beaucoup de gens, c'est qu'on a eu l'opportunité de se poser des questions sur le sens de notre vie avant la crise sanitaire. Donc déjà, 2015, ça a été un bon moyen de se poser des questions sur le sens de notre vie. Je crois qu'on avait quand même la chance de faire tous les deux des métiers qu'on aimait, de faire des choses qu'on aimait, d'avoir un cercle amical qui nous plaisait, avec une dynamique agréable, pareil pour la famille, etc. Donc en fait, on s'était déjà posé des questions, mais on était déjà heureux avec ce qu'on avait quelque part, avec ce qu'on pouvait apporter. Et là, c'est vrai que de toute façon, les événements récents forcément changent complètement en fait le prisme avec lequel on analyse le monde, parce que tout ce qui était acquis avant ne l'est plus du tout, je crois. Et donc du coup, on est forcément amené à se reposer des questions sur comment on peut encore améliorer ce qu'on avait déjà essayé de rendre meilleur avant, quoi. Voilà. Mais de toute façon, c'est un boulot quotidien, et je pense que le jour où on arrête de se poser des questions sur le sens de notre vie, on arrête de faire quoi que ce soit, en fait. Note pour demain, certains devraient en effet y réfléchir plus souvent. Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors encore une fois, chacun, soit individuellement, soit en couple, les deux personnes m'intéressent. Qu'est-ce que vous avez fait hier qui vous rend fier aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a fait hier ? Non, mais je pense que la traversée de la Nouvelle-Zélande en tandem, moi, c'est je pense que je sais pas si c'est le même, j'imagine, parce que bon, on s'est quand même tué à la tâche. Non, ouais, la traversée de la Nouvelle-Zélande en tandem, c'est un truc, je pense qu'on n'y aurait jamais pensé. Et en fait, ça a été un concours de circonstances où, grâce à Accor, on a fait un triathlon et on a découvert un vélo qui nous permet de faire du vélo tous les deux. Donc moi avec les bras à l'avant et Myriam à l'arrière qui s'occupe de tout le reste. Et en fait, sur ce vélo, oui, on a fait 700 km sur l'île du Sud. Et au grand jamais, on aurait pu imaginer faire ça, je pense même 6 mois avant, voire le moment où le vélo est arrivé en Nouvelle-Zélande. Et oui, on s'était fixé comme objectif d'atteindre le port le plus au sud du pays, qui était à 1000 km. Et on a été coupé par le Covid à 300 km de l'arrivée, mais quand on regardait quand le confinement est tombé en Nouvelle-Zélande, en fait, on a regardé en arrière justement et on s'est dit non mais 700 km c'est déjà pas mal. Et ouais, je sais pas, il y avait une vraie fierté, et je pense que on est très content de ce qu'on fait aujourd'hui tous les jours et de ce qu'on faisait déjà avant, mais ce jour-là où on s'est rendu compte, quand on était à Auckland confiné, qu'on avait fait ça, en fait, ouais, c'est une de nos plus grosses fiertés, je pense, et même que ce soit depuis fauteuil ou avant. Ouais. Si maintenant on réfléchit d'un point de vue plus global, quels sont pour vous les grands sujets auxquels notre société va devoir s'atteler demain ? Alors, je pense que les sujets ils sont hyper vastes, et nous on va le regarder encore une fois avec notre petit prisme, mais il y a évidemment des enjeux environnementaux qui sont monumentaux et qui arrivent et auxquels il va falloir qu'on s'attelle. Après, ça peut paraître très hypocrite de notre part, étant donné qu'effectivement on a fait un tour du monde dans les 6 derniers mois. Il y a peut-être des gens qui vont bondir en m'entendant dire ça, mais je crois que c'est quand même assez vrai. Il y a beaucoup de choses à faire, à la fois au niveau individuel et puis au niveau collectif. Et après, si on parle un peu plus de ce qui nous concerne directement et de handicap et d'inclusion, je crois qu'il y a des vrais sujets à traiter sur la perception notamment du handicap, notamment en France, qui est très limitante, en fait, qui est très oppressante, je pense, pour des personnes qui sont en situation de handicap. Il y a un espèce de regard de la société qui est à la fois un peu gêné, un peu parfois limitant, dans le sens où on pense que quelqu'un qui est en situation de handicap peut plus faire beaucoup de choses, ou peut faire moins en tout cas, et c'est des choses qui se répercutent en fait dans l'état d'esprit des personnes qui deviennent qui deviennent en situation de handicap un peu du jour au lendemain, ou qui sont nés avec d'ailleurs, et qui du coup impactent finalement leur quotidien et ce que eux-mêmes vont se permettre de faire ou pas, quoi. Et il y a des gros sujets là-dessus, je pense.
Et en fait, je pense que ça a été aussi une aubaine pour nous dans ce qu'on se lance aujourd'hui comme projet. En fait, le fait d'avoir fait que 6 mois, même d'en avoir fait 6 mois de tour du monde, on a fait l'Océanie. C'est des pays qui ont été anglophones, donc en fait, ils ont la vision de lié au Commonwealth, le Royaume-Uni, qui, en fait, quand on est là-bas en fauteuil, on n'a pas de privilège autre que on n'a pas de privilège en étant en fauteuil, dans le sens où les personnes vont vous aider, mais c'est pas un moment waouh pour eux, parce qu'en fait ils le font tous les jours et ils voient des fauteuils tous les jours. Alors que quand on était en Amérique du Sud, c'est une toute autre question, parce que ils ont les infrastructures, ils en ont quand même pas beaucoup. Et pour ce qu'ils ont, elles sont très bien. Et quand il y en a pas, en fait, c'est eux qui prennent les devants. En fait, c'est eux qui viennent vous voir, qui vous demandent comment est-ce qu'on peut vous aider pour aller là. De quoi avez-vous besoin? Et en fait, quand on est en France, en fait, une personne en fauteuil apparemment ne sait pas s'exprimer. Donc, on s'adresse à l'accompagnant. Et donc mais il n'y a même pas de regard quand on est dans un musée. C'est vraiment l'accompagnant qui parle pour la personne qui est dans le fauteuil. Et en fait, bon, après c'est forcément un apprentissage qui doit être fait, mais tous ces apprentissages, ils commencent au plus jeune âge. Et donc là, on a fait une intervention dans une école il y a quelques mois. Et en fait, cette intervention, on s'est rendu compte que oui, les enfants, en fait, pour eux, quand on leur disait, nous, on voyage normalement, quand eux levaient la main pour nous questionner, en fait, c'était, ah ouais, en fait, tu vis comme nous. Et en fait, ça commence là. Et aujourd'hui, quand on va dans une école, on voit, parfois, elles sont pas adaptées, ou on voit pas de personnes en fauteuil, d'enfants en fauteuil, ou avec des handicaps moindres qui n'ont pas besoin d'infrastructures spécifiques. Et c'est un problème quand même qui est à soulever, je pense, en France. Et parce que même quand on était aux États-Unis pendant notre voyage de noces, en fait, il y a même pas de question. En fait, quand on va quelque part, on sait que c'est faisable en fauteuil. Donc c'est un truc qu'on devrait prendre vraiment à bras le corps dès le plus jeune âge, mais aussi d'un point de vue gouvernemental. C'est ça que je dois entendre. Oui, clairement. Ouais, après oui, gouvernemental, oui, mais tout ne vient pas du gouvernement. Alors il y a beaucoup d'efforts à faire effectivement d'un point de vue normatif et de manière contraignante, on va dire, pour que tout le monde effectivement se force à le faire. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de sujets sur lesquels, en tant qu'individu, on est acteur de ces trucs-là, et on a besoin, en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, en tant que tout, on est acteur, et il ne faut pas attendre que le gouvernement nous dise de rendre accessible, ou de rendre adapté, d'ailleurs plus qu'accessible, nos activités, nos services, nos produits, pour qu'on le fasse. Il faut que tout le monde s'y colle, et que tout le monde comprenne que en fait, le handicap, c'est l'affaire de tous. Nous qui étions pas du tout confrontés, on y a été confrontés du jour au lendemain, et aujourd'hui ça arrive à plein de gens. Pour parler que du handicap moteur, aujourd'hui il y a 1500 nouveaux blessés médulaires par an, c'est énorme, donc blessés médulaires au niveau de la colonne et de la moelle épinière. Donc voilà, il y a 1500 personnes qui potentiellement se retrouvent avec une mobilité réduite par an, et là on ne parle que de la mobilité réduite. Donc après il y a tellement d'autres handicaps, il faut que les gens comprennent que c'est vraiment un truc qui concerne tout le monde. Il y a 12 millions de Français en situation de handicap aujourd'hui. C'est énorme. Visible et invisible. C'est ça surtout. Mais après, oui, il y a une histoire de regard où le regard des enfants est plus interrogatif, plus a envie de comprendre. Et le regard de personnes plus âgées ou d'adultes, en fait, quand même moi je le ressens quand je croise des gens dans la rue, en fait, les gens, c'est pas qu'ils jugent, mais ils se posent énormément de questions, et en fait le fauteuil désinhibe complètement, et en fait les gens s'adressent à moi en me demandant ce qui m'est arrivé, et je pense qu'ils s'adresseraient jamais à un autre valide en lui disant mais ça va, comment t'es arrivé, quoi. Ouais. Et clairement il y a quelque chose à faire là-dessus, et mais c'est tout bête, hein. C'est chacun dans sa vie. Il n'y a pas besoin, en effet, du gouvernement pour nous apprendre à ne pas dévisager quelqu'un qui est en fauteuil ou qui a un handicap. Certes, c'est quelqu'un qui est différent, mais la différence, on en a tous. Et ça commence par porter des lunettes. On est différent de quelqu'un qui voit bien. Ouais, mais c'est plus ou moins visible. Voilà. C'est sûr que... Et alors justement, toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu aimerais pour Pierre, pour demain? Toi qui es dans cette situation d'être en fauteuil roulant, comment tu aimerais que les gens, enfants, de tous les âges, réagissent pour que tu te sentes mieux demain?
Regarde pas, c'est pour toi. Non, mais je sais. Je réfléchis. Alors, une question pour Myriam aussi, à un moment. Non, en fait, moi, c'est simplement dans le sens où, en fait, non mais oui, en fait que le handicap ne soit plus une différence et que ce soit quelque chose de commun et en soi, il n'y a pas besoin de grand chose, je pense, pour que ce soit le cas. Et clairement, oui, la banalisation de la différence et il y a tellement de banalisation à faire autre que le handicap. Donc c'est un vrai sujet de fond. Mais oui, faire en sorte que quand tu te balades dans la rue, les gens trouvent ça normal. Mais même nous aujourd'hui, on trouve pas ça normal. Et c'est un peu ça qui nous a fait lancer Wheel World. C'est quand tu te balades dans la rue, tu ne vois jamais de personne en fauteuil. Alors, on explique comment ça ? Pardon ? On l'explique comment ? En fait, c'est déjà ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont peur de sortir de chez eux parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont retrouver dans la rue, comment sont les boutiques et s'ils arrivent devant une boutique dans laquelle ils voulaient aller et qu'il y a une marche, ça va être plus compliqué. Le fait de prendre les transports en commun, donc aujourd'hui il y a les bus qui sont accessibles. Mais si on a sa femme, on est tous les deux en fauteuil en couple, ou qu'on a un copain en fauteuil, en fait, il y en a qu'un qui peut prendre le bus parce que c'est une règle qui a été établie comme ça. Et là, on parle de Paris. Oui, on parle de Paris. Après, on parle de ce qu'on connaît effectivement, mais non mais oui, c'est un peu tout. Il y a un travail de fond à faire sur tout, mais c'est tout un chacun qui peut rendre le monde accessible à l'autre. C'est intéressant, j'avais Christiane dans l'épisode 13 qui me racontait que elle s'était occupée elle était jeune fille au père et elle s'occupait d'une jeune fille lourdement handicapée et que elle était dans un parc avec la jeune fille et qu'il y a évidemment un enfant qui vient les voir hyper étonné avec plein de questions à poser et en fait c'est la mère qui a récupéré la petite en disant non, viens, on regarde pas, ça se fait pas, c'est mal poli tout ça. Et en fait ce que m'avait dit Christiane à l'époque et j'ai trouvé ça mignon parce qu'elle devait avoir une quinzaine d'années, disait mais en fait moi j'aurais voulu que la petite me pose des questions justement pour expliquer ce qui arrivait à la jeune fille et que justement sorte de cette espèce de fantasme de quelque chose qui nous dépasse complètement, mais que voilà les parents ont peur eux-mêmes. Je pense qu'il y a aussi une éducation des parents en effet à la différence. C'est vrai que quand on voit à quel point la plupart des lieux ne sont pas accessibles, et à quel point oui il y a une peur vraiment moi je vais carrément au mot peur, on sait pas quoi faire, on a peur de faire plus de mal qu'autre chose, alors qu'en fait comme vous dites il faudrait banaliser, dédramatiser et surtout faire en sorte que chacun et chacune ait sa place quelle que soit sa condition en fait. Ouais, puis je vois qu'il faut instaurer un dialogue et en fait c'est marrant parce que tout à l'heure toi tu parlais de quelqu'un qui aborde avec aucun filtre et que c'est très pénible parce que les gens se permettent un peu tout. À la fois on dit qu'effectivement c'est mieux quand les gens posent des questions parce que du coup ça banalise, donc les deux sont vrais je pense, mais du coup je pense que le résumé c'est un peu qu'il faut instaurer un dialogue et que comme avec n'importe quelle personne vous si vous avez pas envie de vous faire aborder de manière violente dans un dialogue pour pas couper toute discussion, c'est la même chose avec une personne qui est en situation de handicap. L'idée c'est de se dire que les personnes sont les mieux placées pour savoir ce qu'elles ont envie de raconter, comment elles veulent être aidées ou pas parce que parfois elles veulent pas être aidées et de quoi elles ont besoin, et donc du coup faut juste installer un dialogue normal entre deux personnes classiques en fait pour faire en sorte que l'échange se passe bien et qu'on puisse échanger ce qu'on veut chacun échanger. Et alors justement la sensibilisation dans les écoles, l'idée c'était de manière ponctuelle ou ce serait de le faire plus régulièrement ? Alors là, c'était une occasion ponctuelle. Nous, quand on a ce type de sollicitation, on est plus qu'heureux d'y répondre. Il faut juste que ça corresponde à notre emploi du temps, à la fois de voyage et puis de nos activités professionnelles, puisqu'on a aussi pas mal de travail dans le cadre de ce qu'on est en train de monter comme activité. Mais quand on peut, on est plus qu'heureux de le faire parce que ça commence à l'école en fait. Je pense que ça commence à l'enfance en tout cas. Et la sensibilisation, alors j'aime pas trop ce mot parce que je trouve que ça porte un peu de condescendance justement ce mot, mais l'ouverture d'esprit commence au plus jeune âge. Et en fait les enfants ils ont pas d'idées préconçues sur le handicap, ils ont juste des questions et si on ne parle pas de tout ça, on crée une espèce de perception un peu biaisée, un peu erronée qui va que se renforcer avec le temps, et donc du coup c'est pour ça qu'il faut commencer au plus jeune âge parce que c'est là que les enfants ont l'esprit ouvert et si on change pas leur perception elle va forcément se renforcer dans le mauvais sens quoi. Et alors justement, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre, vous, aux jeunes d'aujourd'hui, peut-être à des âges différents, il y a des choses à proposer, pour que demain soit un monde meilleur ?
Moi, j'aurais envie de dire que l'impression que j'ai, et je caricature un peu parce que je crois pas que tout le monde soit comme ça, mais on a tendance à beaucoup s'orienter vers une société individualiste en ce moment. Et je pense que c'est important parce que je pense que c'est important qu'on apprenne à prendre soin de nous et à savoir justement ce qu'on veut dans la vie, réussir à donner les moyens de le faire, etc. Mais je crois qu'il faut pas oublier les enjeux collectifs et ça s'applique au handicap, mais ça s'applique à plein d'autres choses. Et que si on apprend à tous les âges, avec chacun son niveau de compréhension et de perception, que en fait il y a des enjeux collectifs et que c'est en étant individuellement investi qu'on pourra répondre à ces enjeux collectifs, je trouve qu'on a un vrai truc à faire là-dessus parce qu'en fait, si on oublie complètement le collectif, on va dans le mur. Et si on oublie complètement l'individu, il n'y a pas de collectif. Donc, je pense qu'il faut faire les deux. Pierre. Non, aujourd'hui, oui. Voilà, enfin, c'est vrai que l'individu est très important, mais de ce qu'on a vu quand on était en voyage, oui, le collectif prend toujours le dessus et ce qu'on a pu ressentir ou expérimenter quand on était en Amérique du Sud dans un paumé au milieu de nulle part et qu'il y avait toujours quelqu'un qui était là pour nous aider, etc. En fait, c'est là qu'on voit que l'humain est bon et qu'en fait il y a une vraie en fait toutes les perceptions peuvent être changées chez une personne et si nous, à notre niveau, on arrive à faire quelque chose et qu'ensuite ça puisse faire effet boule de neige à d'autres, et on commence déjà un peu à le ressentir quand on voit des messages que nous on reçoit de personnes qui sortent de centres qui justement se disent bah ouais tiens, grâce à vous je vais pouvoir faire quelque chose. Ça c'est quand même très chouette et parce qu'en fait, c'est toutes les personnes qui, notamment en centre de rééducation, quand elles sortent de centre, elles sortent au bout de 3 mois. Donc en fait, c'est assez rapide comme convalescence. Et en fait, au bout de 3 mois, on sait rien de ce qu'on peut faire quand on est en fauteuil. Donc il y a vraiment un collectif qui peut être là et qui peut soutenir tout le monde, quel que soit son handicap ou sans handicap. Et alors, si on se projette un tout petit peu, vous, dans 10 ans, vous vous projetez comment, justement ? Alors moi, je vais être très désagréable. Dans le je me projette pas trop dans 10 ans, en fait. 10 ans, en fait, je trouve que en plus l'année 2020 a quand même eu tendance à me dire ne te projette pas trop loin, ce n'est pas la peine. Déjà, nous, on avait projeté notre projet sur 1 an, il a été arrêté en plein milieu. Et franchement, c'est un truc, pour le coup, auquel on s'attendait pas du tout. C'est-à-dire que nous, quand on est parti, on avait tout anticipé, on avait bossé à fond pour tout planifier, etc. On avait même planifié, du coup, un certain nombre de voyages, d'hébergements, etc. qu'on allait avoir dans la deuxième partie de notre séjour, qui ont été annulés. Et du coup, c'était le truc le plus préparé de la Terre. Et en fait, on a eu la preuve que même tout préparé, ça permet pas de prévenir tout ce qui peut se passer. Donc, du coup, dans 10 ans, moi, ça me paraît un peu loin. Moi, j'ai très envie qu'on continue à développer Will World dans l'année et les années qui viennent pour en faire quelque chose de le plus utile possible et au plus près des besoins des gens qui vont nous suivre. Maintenant, dans 10 ans, ça me paraît un peu lointain. Et toi, Pierre ? Non, oui, planifier à dans 15 jours, c'est bien. À chaque jour suffit, ça peut être exagéré. Non, on essaye, en fait, on sait à peu près où on veut aller avec Will World et ce qu'on veut en faire. Mais oui, clairement, aujourd'hui, la planification, on sait que on sait pas ce qui peut se passer tant que on n'a pas de vaccin, que les vaccins ne sont pas bons, on n'en sait rien, en fait. Et donc oui, si déjà on arrive à planifier jusqu'à décembre prochain, ce sera déjà une très bonne chose. Ok. Ouais, je trouve que ce qui est beau aussi dans ces aventures-là, c'est de se dire qu'on a des rencontres improbables, qu'on a des aventures qui se dessinent sans qu'on les ait anticipées. Donc c'est laisser aussi un peu de place à l'imprévu. Je pense que c'est sympa. Voilà. Parce que là, c'est vrai qu'on a fait de magnifiques rencontres en France avec pour notre série Les Éclaireurs, et c'est vrai qu'on les aurait jamais faites si on avait continué notre tour du monde, parce qu'on était censé reprendre notre job le 1er décembre. Et ouais. Comme quoi, la vie peut être bien faite. Moi, j'aime bien, je change en life is bien faite. Moi, je pense que malgré tout, après, c'est un type d'esprit aussi. Je pense qu'il y a des gens qui voient que le coup qu'ils prennent et pas ah mon Dieu, j'avais prévu ça, ça va pas. Et j'aime bien cette capacité d'adaptation et en plus pardon pour cette métaphore un peu rugby, mais transformer l'essai. Je trouve que c'est hyper intéressant et je trouve que c'est un peu parfois dans la contrainte, quelle qu'elle soit, que l'humain est capable parfois du meilleur, parfois du pire. Mais moi,
moi je vois des trucs, je me dis mais ça me réconforte tellement avec l'humanité de voir que ça s'est pas passé comme prévu, mais il y a autre chose, une autre porte qui s'est ouverte. Et ouais, je pense que c'est aussi pour ça que je fais ce podcast. Moi, je mets les 2 pieds dans 2 mains. Donc c'est hyper, c'est un beau message, en effet, que vous portez. Et je pense que c'est vraiment important de mettre des mots dessus parce que certains le vivent, mais n'ont pas cette capacité de prise de recul ou de formalisation. Et je pense que c'est important de prendre le temps à un moment de prendre un peu de recul et se dire ok, voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce que je veux et voilà ce vers quoi en tout cas j'avance pour justement un peu cette idée de créer de la valeur. Je trouve que c'est un sujet qui est important en tout cas pour ma petite personne. Si on réfléchit, alors là je vais vous poser la question, vous aurez le droit d'être d'accord et pas d'accord encore une fois. Donc je vais poser la question au fur et à mesure. Alors je vais commencer au aux dames. Myriam, quand toi tu penses à demain, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur? Alors, j'avoue que je pense plutôt à demain en relativisant globalement. J'ai tendance à me dire que de manière un peu pardon, on se la raconte un peu, mais honnêtement après ce qu'on a vécu, je me dis qu'en fait il y a quand même beaucoup de choses où on peut s'adapter. Effectivement, c'est un peu ce que tu disais du coup. Après voilà, moi ce qui me fait peur effectivement, c'est que ces espèces de crises à répétition finissent par avec justement ce côté individualiste un petit peu dont je parlais tout à l'heure qui peut ressortir, finissent par cristalliser beaucoup de choses, à créer beaucoup d'écarts, d'inégalités, de conflits, et que justement on pense que la réponse c'est de devenir encore plus centré sur soi-même pour finalement faire abstraction de ce monde affreux qui nous entoure. Et du coup ça voilà, moi ça me fait un peu peur parce que du coup quand on commence à penser qu'à nous, on commence à se dire à raisonner que sur son petit périmètre, etc. Puis encore une fois on oublie les enjeux collectifs, on oublie la big picture, en fait on oublie ce qui est en train de se passer au global, et on oublie qu'on peut devenir acteur de quelque chose d'autre qui sera plus positif et qui permettra que tous ces trucs là peut-être pas s'arrêtent, mais en tout cas s'estompent et soient plus vivables pour tout le monde. Pierre? C'est quelque chose qui me fait peur. J'ai peur de rien. Non, en fait, c'est je suis toujours assez optimiste. Et heureusement. Et non, c'est vrai que je me pose peut-être pas énormément de questions, ou peut-être pas assez, mais c'est vrai que non, en fait, moi, je prends la vie comme elle vient, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit de ce qu'on aime, et je sais pas, ouais, je me pose pas de questions, parce que comme ce qu'on fait, c'est ce qu'on a envie de faire, et on prend le temps de le faire à la façon dont on veut que ce soit transmis, qu'il y ait quelque chose qui en sorte de positif. En fait, il peut ça enlève un peu toutes les peurs. Ouais, ça me fait penser, j'en discutais avec une amie il n'y a pas longtemps, l'idée de trouver sa place. Tout s'aligne, on est en accord parfait avec soi-même, avec le monde extérieur. Et là, de ce que j'entends, en tout cas dans ce que tu dis, ouais, moi ça m'amène à j'ai trouvé ma place en fait. Et je lance quelque chose qui est dans la continuité d'un engagement personnel, mais qui va avoir des répercussions, un peu ce qu'on se disait sur le collectif, sur le monde d'après, quoi. Alors malgré tout, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait douter quand vous pensez à demain? Qui nous fait douter de ce dont on avait peur? La peur de mourir, le mourir de la peur. Non, quelque chose qui vous fait douter, qui vous fait dire que ça mettrait à mal votre optimisme, on va dire. Non, il y a évidemment des épreuves auxquelles on n'a pas du tout envie de se confronter. Je pourrais en citer 1000, mais c'est pas la peine. Il y a plein de trucs horribles qui peuvent se passer dans une vie. Mais après, je crois qu'on a aussi appris qu'en gros, malgré toutes les tuiles qui peuvent te tomber dessus, de toute façon, il y a toujours quelque chose à en retirer. Alors c'est sûr qu'à un moment, si on se prend tout dans la tronche, ça prend un peu de temps pour absorber et pour digérer, et ça peut être un peu difficile à faire. Mais globalement, dans ce qu'on a vécu et dans la manière dont on l'a transformé, on se dit qu'effectivement, quelle que soit la situation, il y a toujours une opportunité qui se dégage de ce qu'on est en train de vivre. Si c'est pas une opportunité concrète, c'est ne serait-ce que le fait d'avoir appris sur soi, avoir appris sur la manière dont on se comporte, sur comment résoudre des situations.
Et après, j'avoue que nous, on a la chance d'être hyper bien entourés tout le temps. Il y a notre famille qui est toujours là, il y a nos copains qui sont hyper présents et qui sont toujours à nous soutenir, à nous épauler, à être là, quoi. Et on a fait plein de rencontres de dingue. Et tout ça, oui, ça nous rend hyper optimistes sur l'avenir parce que on a un peu l'impression d'être invincible avec tous ces gens qui nous entourent, quoi. Donc ça vient pas que de nous, c'est juste qu'on on a une chance de fou, on est super bien accompagnés. Donc on regarde l'avenir relativement sereinement et du coup on doute pas beaucoup. Pierre, tu peux soir. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez hâte de découvrir quand vous pensez à demain ? Tout. Oui, non, en fait, l'avenir nous réserve, je pense, beaucoup de belles choses. Et oui, clairement, on a envie de croquer dedans avec toutes nos dents. Et oui, non, il n'y a pas de... En fait, on prend la vie comme elle vient, et que ce soit des rencontres, des aventures, et même des pépins, hein, on les prendra et on les malaxera pour que ce soit quelque chose de bien, ouais. Après, oui, il y a quand même un truc que j'ai particulièrement envie de découvrir, c'est notre côté, notre vie d'entrepreneur, en fait. On a créé donc une association. Cette asso, elle fonctionne bien. On va garder cette asso qui va continuer à fonctionner, etc. Mais en parallèle, on va créer une entreprise. Et c'est vrai que le côté vie d'entrepreneur à deux, d'être à la fois en couple et entrepreneur, etc. Ça, je pense, va nous réserver pas mal de surprises, des bonnes et des mauvaises. Et ça, j'ai un peu hâte de découvrir. Ok. Alors justement, j'ai bien aimé votre idée de il n'y a pas que le gouvernement qui peut tout changer, c'est chacun à son échelle, dès le plus jeune âge. Enfin voilà, un peu l'effet papillon que je trouve intéressant. Mais malgré tout, si vous deviez proposer une mesure au gouvernement pour que notre société évolue vers quelque chose de mieux, qu'est-ce que ce serait ? Vous avez le droit encore d'avoir deux propositions. C'est l'avantage d'être deux. Je crois que là-dessus, on est quand même assez d'accord. Après, je te laisserai compléter si tu veux, mais c'est complètement en ligne avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que pour nous, ça commence au plus jeune âge. Et donc, du coup, s'il y a un truc qu'on peut demander au gouvernement et qui relève pour le coup de sa responsabilité, c'est de rendre les écoles accessibles et adaptées et de favoriser la diversité dans les écoles dans tous les sens du terme. Voilà, et de faire en sorte qu'effectivement ces enfants qui vont à l'école, qui sont de toute façon obligés d'y aller et qui se retrouvent face à des camarades qui sont différents d'eux, en fait ça va juste leur ouvrir l'esprit, ça va faire en sorte de faire tomber un certain nombre de clichés quels qu'ils soient, de préjugés, et ça va permettre justement d'installer le fameux dialogue dont on parlait tout à l'heure et de le simplifier et de faire en sorte qu'il n'y ait pas une espèce de chape de plomb sur comment je dois traiter quelqu'un qui est handicapé, en fait comme tout le monde, puisque là il n'y a pas de sujet, quoi. Mais voilà, si les enfants sont habitués à avoir des petits camarades en fauteuil ou pas, malentendants ou tous les types de handicap ou tous les types de différences, au-delà du handicap même, je pense que ça changera beaucoup les choses et ça permettra à chacun de comprendre qu'on est tous quelque part un peu pareil et que c'est plutôt nos différences qui font nos forces que l'inverse, quoi. Pareil. C'est beau. Ils regardent dans la même direction, ils pensent pareil. C'est mieux quand elle me pousse. J'aime beaucoup ce que vous faites. Alors, un sujet un peu plus léger, le nom de ce podcast, c'est Les pieds dans demain. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Les pieds dans demain. Les roues dans demain. Je n'ai pas osé la faire. Il faut toujours oser. Oser, c'est le début de l'aventure. Non, c'est dans le sens où les pieds dans deux mains, c'est certes, on peut être nostalgique et avoir envie de regarder un petit peu derrière, se dire que c'était mieux, mais non, mettre les deux pieds et les quatre roues dans deux mains, c'est quand même c'est ce qui nous pousse à avancer, c'est ce qui nous donne envie de vivre la vie à pleines dents, pleine force. Et oui, je pense que c'est que en regardant vers devant qu'on va pouvoir vraiment se projeter et donner le meilleur de nous-mêmes. Myriam ? Ouais, je te rejoins un peu. Après, en fait, c'est ça. En gros, la vie, elle avance de toute façon parce que le temps passe, le temps avance. Donc, à un moment, si nous, on décide de rester sur place, ça marche pas, quoi. Donc, les pieds dans demain, pour moi, c'est le seul moyen de vivre. C'est de se dire, c'est l'avenir qui s'ouvre devant nous.
Et je trouve que essayer de se projeter un peu, alors c'est complètement à l'encontre de la question où j'avais dit que j'essayais de pas me projeter à 10 ans, mais essayer de se projeter un peu justement sur qu'est-ce qu'on a envie de voir finalement demain, le monde de demain, à quoi moi j'ai envie qu'il ressemble et comment je fais en sorte que ce monde il corresponde un petit peu plus à mon idéal. C'est la seule manière de raisonner quelque part, parce que si nous on n'essaye pas de changer aujourd'hui pour qu'il ressemble plus au demain qu'on a envie de voir, ça bougera pas, puis demain sera comme aujourd'hui, et voire pire s'il y a d'autres trucs qui tombent et qu'on n'arrive pas à les résoudre. Et donc voilà, ce serait dommage. Donc l'idée c'est effectivement demain c'est ce qui va arriver, mais c'est surtout ce qu'on décide de faire bouger ou pas, quoi. Empreinte de sagesse, j'adore. Alors, je ressens beaucoup d'optimisme, beaucoup l'envie d'aller mettre les pieds dans demain, justement. Je pense que c'est important aussi à votre niveau. Qu'est-ce que vous pourriez transmettre aux personnes qui, justement, ont parfois du mal à se projeter, sans pour autant être nostalgique ou tourner vers le passé, mais comment vous allez puiser une force, on va dire, parce que moi, je pense que c'est quand même une force de se dire, allez, c'est dur, aujourd'hui, j'ai pas la motivation, ou il y a plein de trucs qui s'accumulent, mais je vais quand même être optimiste et regarder vers demain. Comment vous faites chacun ? Alors, au-delà du fait qu'on est bien entouré, et j'y reviens, c'est quand même très très important. C'est important de le dire, en effet. Moi, je trouve que trouver une cause en fait qui nous est chère et sur laquelle on va pouvoir agir, c'est hyper important. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement d'enjeux différents et de trucs compliqués qu'il faut résoudre que parfois on est un peu noyé. En fait, on a trop de choses devant nous et on se dit mais en fait je sais même plus par quel bout prendre. Il y a trop de trucs, donc à mon niveau je peux rien faire parce que c'est trop compliqué. Et en fait, commencer par se dire ok, moi j'en parle à mon estomac. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Et du coup de trouver là où les gens vont avoir des épines dans le pied sur ce sujet-là et essayer de leur enlever, c'est le meilleur moyen. En fait, on commence par un petit truc et on se dit ok, moi je vais essayer d'agir là-dessus. Et du coup, au fur et à mesure, il y a des choses qui vont se détacher, etc. Il y a des opportunités qui vont se présenter. Il y a peut-être que le sujet qu'on voudra traiter demain ne sera pas celui qu'on voudra traiter après-demain. Mais déjà, voilà, commencer par ce qu'on peut faire en fait, parce que c'est à la fois hyper stressant en fait, c'est hyper facile de se dire je peux pas tout régler, mais du coup il faut commencer par un petit truc qu'on est capable de faire, et une fois qu'on aura résolu un premier truc qu'on est capable de faire, du coup on s'intéressera au suivant, mais il faut vraiment que ça parle à nos tripes et que ce soit un truc qu'on a envie fondamentalement de faire bouger, parce que si on se dit juste il paraît que c'est bien de gérer le recyclage des déchets par exemple, ça va durer peut-être 2 jours, mais il faut qu'on soit un peu plus convaincu que ça, quoi. Ouais, j'aime bien l'idée de petite victoire aussi. Pas voir que la montagne, mais les étapes de quelque chose qui est certes plus grand, mais qui nous permet en effet d'atteindre des plateaux. Et toi, Pierre ? Non, pour moi, mais c'est vrai que ce côté plus victoire est important, parce que c'est moi, je pense que si on s'était attaqué à la montagne, qui était de passer en fauteuil dès le départ, ça aurait été un petit peu compliqué. Et oui, non, se dire que on accepte, toujours je mets ça sur l'exemple du fauteuil, mais c'est vrai que l'acceptation, on l'a faite à 2, et parce qu'on on était plongés dedans tous les deux en même temps. Et oui, et c'est le fait d'être à nouveau, comme disait Myriam, je pense qu'on a une chance inouïe d'être aussi bien entouré comme on l'est aujourd'hui. Et alors certes, c'est parce qu'on est moins entouré que ce que nous on a la chance de pouvoir l'être, qu'on va moins réussir, on va moins pouvoir avancer et se projeter. Mais ouais, non, c'est quoi? Bon. Je t'écoute attentivement. Toujours. Non mais oui, c'est ce côté où on se dit tiens, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour déjà que ma journée se passe mieux, et en fait c'est en se disant ça que on va se rendre compte que on arrive à le faire, et potentiellement la semaine va mieux se passer, le mois, l'année, et en fait que notre vie va aller de mieux en mieux petit à petit, et potentiellement on va pouvoir le transmettre à d'autres et faire un effet boule de neige de positivité. Et après, si je peux juste terminer, puisque ça rejoint un peu le même sujet, mais je pense qu'il faut choisir, c'est un truc tout bête et hyper cliché, mais il faut choisir ses combats. En fait, il y a des choses, par exemple, nous, quand on voyage, le terrain, le fait qu'il y ait des cailloux partout, etc., on peut rien y changer. Donc, en fait, il faut partir du principe que c'est un fait, donc ça changera pas. En revanche, ce que nous, on peut changer, c'est avoir le bon équipement, avoir des gens qui sont là pour nous aider, décider d'essayer d'aller jusqu'au bout, même en faisant 3 heures d'effort pour faire 2 kilomètres, et voilà. Ça, on peut choisir
choisir de le faire, on peut choisir d'avoir l'état d'esprit qui va nous permettre d'avancer. Il y a des choses qu'on peut pas choisir, il faut juste laisser tomber, les mettre de côté, les prendre comme une donnée de base et ensuite avancer avec, quoi. Et ça, je pense qu'on a tendance à pas le faire, à se dire je vais essayer d'être sur tous les fronts et ça peut pas marcher, c'est trop compliqué. Merci beaucoup. Alors justement, en parlant toujours dans cette idée d'inspiration, est-ce que il y a une phrase, une citation, un proverbe qui accompagne chacun d'entre vous au quotidien, justement pour garder le cap? C'était un peu devenu le slogan de notre série, c'était « Vivre, c'est d'abord oser ». Et je pense que c'est pas mal. Ouais, ça c'est pour ce qu'on a créé nous. Oui. Mais après, moi il y a une phrase que j'aime bien qui est de dire, alors je crois que c'est d'auteur inconnu, alors je ne saurais pas d'où ça vient, mais la vie mettra des pierres sur ton chemin, c'est à toi de décider si t'en feras un mur ou un pont. Et je crois que c'est assez vrai. C'est beau, hein? Vous l'avez jamais dit. Ouais, non, je sais, mais je la gardais pour moi. C'est le côté caillou qui m'empêche d'avancer. Exactement. Très bien. Merci pour cette espèce de petite exclu pour les auditeurs et les auditrices de Les Pieds dans Demain, ils vont être ravis. Avec grand plaisir, on en a plein d'autres si vous voulez. Alors si demain était une personne, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Alors dans la parfaite lignée du proverbe que je viens de citer, c'est que quoi que tu aies à m'offrir, de toute façon, c'est à nous de décider ce qu'on va en faire. À très vite pour de nouvelles aventures. Et alors moi, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour demain? C'est une très bonne question. De réussir à transmettre quelque chose dont les gens ont besoin, parce que c'est en transmettant quelque chose dont les gens ont besoin qu'on va réussir à développer Wheel World sur les bons rails et à faire en sorte que ça ait du sens et qu'on puisse continuer à faire ce qu'on aime tout en donnant du sens à ce qu'on fait. Quelque chose à ajouter, Pierre? Non. C'est parfait, c'est juste parfait. Merci beaucoup, beaucoup à tous les deux. Mais merci à toi. Merci à toi. Super moment, hyper privilégié. Et je sais que les auditeurs et les auditrices de Les Pieds dans Demain ne s'y tromperont pas. Donc un grand, grand merci. Et j'ai envie de vous dire bonne route. Merci beaucoup. Merci. Alors, cette introduction faite par Esther de l'épisode 1, on a aimé? Ouais, j'avais envie de me faire plaisir. Après tout, c'est bientôt mon anniversaire. Un grand merci à l'école ECI-TV de m'avoir donné accès à leur studio radio. Comment remercier encore Sophie et Rémi de s'être si bien occupés de mes invités et moi? Pour ma part, j'ai vécu un moment hors du temps, tant tout le monde s'est si bien entendu et a vraiment passé un bon moment. Vous savez, ces moments où vous ne connaissez pas les gens, mais la connexion se fait avec une facilité déconcertante, comme si vous vous étiez toujours connus. Ben voilà, c'était un de ces moments. Ces rencontres privilégiées sont encore une raison pour laquelle ce podcast me fait tant vibrer. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain.